Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tant que les Français parlent au français, tout va bien. Tout va bien. On discute, on s'oppose, opinions, etc. Mais quand des Français attaquent d'autres Français, quand des Français massacrent d'autres Français, quand des Français essayent vraiment de se comporter, ensauvagement, jungle, territoire perdu de la République, ça ne va plus du tout. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume, non pas du Danemark, mais dans le nôtre. Alors, on nous dit oui, mais non, mais il n'y a rien de nouveau. Vous savez, vous entendez, ces sociologues, psychologues, oncologues, j'allais dire proctologues, qui disent, mais écoutez, c'était comme ça il y avait 25 ans, mais il n'y a rien de nouveau. Ah bon? Rien de nouveau? Écoutez, voilà les statistiques du ministère de l'Intérieur. On cumule du dernier trimestre de juin 2020 à août 2020, juin, juillet, août, par rapport aux données de mars 2020 à mai 2020. Vous voyez, ce sont les 2 derniers trimestres. Alors, je ne vais pas tout donner, c'est très long, mais quand même, homicide, coups et blessures volontaires suivis de mort, plus 32% en un trimestre. Coups et blessures volontaires, plus 33%. Violences sexuelles, plus 74%. Vol avec arme à feu, arme blanche, etc., plus 70%. Vol, violence sans arme, plus 90%. Vol sans violence contre les personnes, plus 95%, etc., etc. Voilà la statistique, vous voyez, c'est officiel, c'est pas un organe ni fachosphère, ni iconosphère, ni gauchosphère, etc. Ce sont des statistiques. Et puis alors, il n'y a pas que les statistiques. Il y a ce qui se passe dans la vie réelle. Et là, quand on voit, par exemple, une étudiante violée dans son appartement par un récidiviste qui devait être expulsé de son territoire et du territoire, quand on voit Nabil à Reims, un jeune étudiant qui tabasse une jeune fille sous la caméra d'un copain, et oui, parce que ça se filme tout ça, un règlement de compte, et il n'en est pas sa première victime, etc., etc. 3 femmes bien connues des services de police, hier à Paris 18e, notamment pour cambriolage, elles sont repérées dans une voiture de police, elles récidivent, commencent à cambrioler un nouvel appartement, mais hélas, il y avait là-bas qui sont attendus la porte de sortie. Et je ne cite pas tous les autres et tous les autres et tous les autres qu'on voit comme une espèce de rengaine. Voilà, récidive, ils ont récidivé, ils sont dehors, ils recommencent, et puis voilà, ça devient une litanie, et c'est presque quoi, la vie quotidienne, c'est-à-dire on doit s'habituer à la violence, on doit s'habituer à ça, comme il faut vivre avec, comme on disait, il fallait vivre avec le terrorisme. Regardez par exemple ce que disait hier Emmanuel Macron à ce propos. Ce débat n'a à mes yeux, mais il y a eu des sondages, des commentaires, vous avez fait le Kamasutra de l'ensauvagement depuis 15 jours tous ensemble. Donc je vous laisse à votre Kamasutra. Oui, enfin, écoutez, je ne vois pas très bien la validité, la justesse. Assimiler la violence à une gigantesque partouze me paraît quand même pour le moins léger, cher président. Il y a vraiment d'autres figures qui pourraient être dites. Autre chose aussi, notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Ah bon? C'est de l'ordre du fantasme, et tous les chiffres qu'on vient de donner, et tout ce quotidien, encore une fois, c'est du fantasme. On va en parler justement et demander à Georges Fenech. Georges Fenech est ancien juge d'instruction, il était député honoraire LR, il est auteur d'un livre, on va le recevoir aussi, Garou-Gourou aux éditions du Rocher, un livre très intéressant, et puis il est consultant sur la chaîne CNews. Georges Fenech, cette espèce de ballet, on a l'impression que c'est une espèce de ballet auquel on assiste impuissant, enfin, on regarde ça les yeux écarquillés, tant que ça ne nous est pas arrivé à nous. Qu'est-ce que c'est que ce balai? À chaque fois, ou presque à chaque fois, on parle récidive. Ce balai, violence, justice, on aimerait que vous nous l'expliquiez un peu. Mais la récidive, c'est un échec pour la justice d'abord. Et je crois qu'il y a à peu près 40% de taux de récidive, ce qui est beaucoup. Mais il faut peut-être en rechercher les causes. Pourquoi ceux qui ont été condamnés une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, continuent à récidiver? Alors je pense qu'on peut pointer du doigt déjà plusieurs erreurs qui ont été commises par les dernières lois qui ont été votées. Bon, d'abord, on assimile le récidiviste au régime des primo-délinquants. C'est pas normal. Je dis ça parce que, par exemple, en matière d'aménagement de peine, oui. On fait bénéficier les récidivistes de la même générosité que les primo-délinquants. Ah oui, c'est-à-dire celui qui a fait son premier acte de délinquance, les récidivistes sont traités de la même façon. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'était une loi de Madame Taubira qui avait aligné le régime des récidivistes sur les primo-délinquants. Donc,
quelque part, on nie le phénomène de la récidive. Oui. Et donc, le récidiviste, quand il rentre en prison, il a le droit au même crédit de réduction de peine à l'avance. C'est-à-dire que le jour où il est écroué, voyez, monsieur, vous avez été condamné à 10 ans, mais vous avez le droit, même si vous êtes un récidiviste, vous avez le droit à 3 mois par an. Sur 10 ans, ça fait 30 mois. Donc déjà, vous avez 2 ans et demi à faire en moins. Sans le moindre effort de réinsertion. À quoi ça rime d'entrée de jeu de lui dire, voilà, déjà on soustrait 2 ans et demi, alors qu'il y avait une condamnation. Bon, ça c'était une première chose. Puis ceux qui sortent, une fois qu'ils sont sortis, et qui ont commis des crimes, notamment des crimes sériels ou des crimes sexuels, on sait qu'ils ont un problème de personnalité, qu'ils sont des psychopathes, des violents, qu'on ne sait pas soigner, qui ont des pulsions, etc. Après qu'ils ont purgé leur peine, on leur met quelquefois un suivi socio-judiciaire, c'est une mesure plutôt light. On l'a vu dans ce violeur de Nantes qui avait déjà été condamné à 18 ans et qui se voit infliger à la sortie un suivi judiciaire avec comme obligation d'aller voir un psychothérapeute une fois tous les 2 mois. Vous imaginez ? Tous les 2 mois, oui, c'est intéressant. Voilà, quand on a un problème, généralement, on va voir son médecin, son psychothérapeute une fois par semaine. Lui qui avait déjà commis 12 viols, il était obligé, contraint, d'aller voir un psychothérapeute tous les 2 mois. Bon. Donc entre les deux, il avait vraiment le temps. Hein. Et voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que post-carcéral, on n'utilise pas les moyens qui sont pourtant à la disposition des juges. Je pense notamment au bracelet électronique, à la surveillance de sûreté, voire à la rétention de sûreté, que je connais bien pour avoir rapporté ce texte à l'époque avec Rachida Dati. C'est-à-dire qu'on garde des gens qu'on considère encore dangereux, même s'ils ont purgé leur peine, dans des établissements médico-judiciaires. Et en fait, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réticence de la justice qui considère que celui qui a purgé sa peine a payé sa dette à la société, ce que je peux entendre parfaitement, et donc il ne faut pas lui mettre une double peine. Mais ce n'est pas une double peine. C'est le fait de considérer l'état dangereux de l'individu qui devrait réfléchir à 2 fois avant de le relâcher complètement. Parce que j'imagine la détresse des parents de cette pauvre adolescente qui a été violée et assassinée par ce récidiviste, en disant mais pourquoi cet homme était dehors et pourquoi une surveillance aussi légère qui en réalité lui permettait de récidiver. Vous voyez, c'est ça la récidive, c'est d'abord la sanction, elle n'est pas appliquée à la hauteur, et ensuite, une fois qu'il est libéré, ce sont des suivis qui ne sont pas suffisamment rigoureux. Et vous avez un taux de récidive, voilà, avec un sentiment d'impunité. Oui. Alors, mais ce qui est tout à fait fascinant, au très mauvais sens du terme, hélas, c'est que honnêtement, quand on étudie les statistiques et quand on regarde les cas, les récidivistes sont très nombreux. C'est-à-dire que, effectivement, et par essence, et on se dit, est-ce qu'il y a incontestablement, on ne va pas généraliser, on ne va pas mettre tous les juges dans le même sac, ou les juges d'application des peines, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, il faut le dire, un certain laxisme judiciaire. Est-ce qu'on ne voit pas des gens, moi j'ai reçu quelques gendarmes ou policiers qui me disent, écoutez monsieur, on arrête des gens, on les voit, mais on les arrête même plus parce que ça, ils savent que 5 heures après, ils sont encore là à nous faire des bras d'honneur. Là, je vais vous dire, André Berkoff, c'est pas la faute des juges, c'est la faute des politiques. Pourquoi ? Si on se réfère à la dernière loi, 20 mars 2020, loi Belloubet, qu'est-ce qu'elle dit cette loi ? Elle dit déjà interdiction pour les juges de prononcer des peines jusqu'à 1 mois d'emprisonnement. Déjà, les petites courtes peines, on ne peut plus. Interdiction absolue. Ah, on ne peut plus. Autrefois, on mettait 15 jours, ça faisait réfléchir. Non, on ne peut plus. Entre 1 mois et 6 mois, quand le tribunal condamne dans sa grande sévérité à 6 mois d'emprisonnement ferme, il est obligé par la loi sur le siège à transformer cette peine de prison en autre chose. Ah, vous voulez dire, on ne peut plus appliquer même 6 mois. Non, parce que la loi dit qu'il faut le transformer tout de suite en tige, travail d'intérêt général, bracelet, semi-liberté, enfin tout ce que vous voudrez. Ouais. Donc le juge ne peut même plus prononcer. Et entre 6 mois et 1 an, parce qu'alors, 1 an, il faut avoir, j'allais dire, presque tué père et mère pour avoir 1 an de prison ferme. Et là, on le refile au juge d'application des peines qui reçoit, qui convoque, qui dit voilà, vous avez 1 an à faire. Comment pourrait-on exécuter cette peine ? Que penseriez-vous d'un bracelet électronique ? Ou que penseriez-vous d'un travail d'intérêt général ? Et donc, vous voyez que les courtes peines jusqu'à 1 an d'emprisonnement ne sont plus appliquées. Donc, comment voulez-vous que ces policiers n'aient pas raison de dire, mais écoutez, au risque de notre vie, quelquefois, on interpelle des trafiquants de drogue, des malfaiteurs, on les présente à la justice et ils sont relâchés. Et donc là, il y a un vrai problème.
Mais c'est extraordinaire parce que ce que vous dites, on vous entend, Georges Fenech vous dit que c'est même pas 1 mois, c'est 6 mois ou 1 an. C'est-à-dire que si on est dans les moins de 2 ans de peine, on le fait pas. On le fait pas. Grosso modo, c'est ça. Parce qu'on veut plus. Le politique a décidé qu'il fallait éviter les courtes peines d'emprisonnement, car elles sont criminogènes, car elles ne préparent pas à la réinsertion, etc. Elles sont une coupure avec la vie professionnelle. Ben moi, je peux vous produire des études sociologiques qui ont été faites sur les courtes peines, et je peux vous dire qu'elles concluent généralement à l'effet très dissuasif de la courte peine. Donc, voilà où on en est. Donc, arrêtons de charger la barque des juges, c'est la loi qui les empêche aujourd'hui de faire exemple par rapport à des récidivistes notamment, dont je rappelle quand même que sous Nicolas Sarkozy, nous avions adopté une mesure qui était les peines planchées. Oui. Les peines planchées, ça veut dire quoi? Vous pouvez expliquer les peines planchées, oui. La peine planchée, sans faire de jargon juridique, ça veut dire que la première fois, bon, c'est un primo-délinquant, mais la deuxième fois, il sait qu'il aura un minimum de peine. Donc plus sévère que la première fois. C'est normal. Bon, ça a été supprimé. Ça me paraît de bon sens. Par Madame Taubira, que par ailleurs je respecte en tant que femme et en tant que militante du UNS notamment. Mais sur le plan judiciaire, elle a détricoté tout ce que nous avions entrepris à l'époque, et notamment les peines planchées, qui étaient quand même appliquées environ à 30% des récidivistes, tout de même, parce que les juges avaient encore la possibilité de les écarter. Mais c'est une philosophie pénale, c'est-à-dire, et là il faut en revenir toujours à la culture de l'excuse, mais c'est chérubin, vous comprenez, inégalité sociale, nos péchés postcoloniaux, etc. etc. Oui. Non, moi je peux citer beaucoup, parce que je les ai vécus. Ce sont eux les victimes. Ils préfèrent le trafic de stupes, parce que c'est bien plus rémunérateur que d'aller au travail, à l'usine ou dans un bureau. Hein, et tant qu'ils ne seront pas arrêtés dans leur criminalité souterraine, leur business de trafic de stupéfiants, ben ils continueront. Voilà. Oui. Et alors ça entraîne autre chose. Trafic du stupéfiant, vous savez, c'est acheter la tranquillité dans les cités, puisque l'économie parallèle fait vivre des familles. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas, vous aviez écrit, vous, il y a presque 20 ans, d'ailleurs, Georges Fenech, Tolérance zéro. Eh oui. Et à l'époque, vous aviez traité de tous les noms. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, attendez, où on met le taquet. Beaucoup effectivement, de pédopsychiatres, vous le dites. S'il n'y a pas la sanction, parce que ce qu'on cultive aujourd'hui, c'est la culture du sentiment d'impunité. Bien sûr. Puisqu'il y a le sentiment d'impunité, je peux y aller. Mais merci de rappeler que j'ai été un peu en avant-garde, je dirais, il y a déjà 20 ans. Moi, j'avais rencontré, New York, j'avais pu rencontrer Rudolph Giuliani, et j'ai pu voir... Le maire de New York. Le maire de New York, et j'ai pu voir de messieurs que New York était la ville la plus criminogène des États-Unis, était devenue la ville la plus sûre des États-Unis grâce à sa politique de tolérance zéro. Donc je m'en suis inspiré, j'ai écrit ce livre, voilà. Ce qui veut dire que la tolérance zéro, ça ne veut pas dire prison tout de suite. La tolérance zéro, ça veut dire réponse immédiate et proportionnée à la gravité, mais il faut qu'il y ait une réponse rapide. Or aujourd'hui, par exemple pour les mineurs, c'est quand même un crime ou délit sur 5, c'est un mineur aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que prévoit la loi qu'a fait voter Madame Belloubet, et qui va bientôt rentrer en application? C'est que lorsqu'un mineur qui vient d'être arrêté et comparé devant le tribunal pour enfants, le tribunal pour enfants est obligé de faire une césure du procès. C'est-à-dire, il coupe le procès en deux, il déclare d'abord la culpabilité, coupable ou pas coupable, et il renvoie 8 mois, 9 mois pour décider d'une peine. Donc, le mineur ressort. Voilà, c'est une véritable schizophrénie qui s'est emparée de nos institutions et de nos politiques et du judiciaire et de tout le monde. Il y a quand même un vrai problème. Merci Georges Fenech. Je crois qu'hélas, on va continuer à en parler. Merci beaucoup, et surtout réagissez au 0826 300 300. On parle des récidivistes aujourd'hui à Angers, note l'affaire Nabil. Est-ce qu'il y a un échec de la justice? Eh bien, venez nous en parler sur Sud Radio. Vous avez la parole à partir de 13h. À tout de suite.